Il faut aplanir les parois du canyon qui vont accueillir l'arche de béton du barrage. La prouesse technique est humaine. Des cordistes, suspendus au-dessus du vide, armés de marteaux-piqueurs et de burins, lissent les parois pour qu'il n'y ait aucune aspérité. Le but, atteindre les roches les plus vierges et les plus fiables possibles pour soutenir le mur du barrage. Pour assurer toute une partie du chantier, il fallait descendre en rappel le long des parois du canyon. Ils étaient accrochés sur le flanc du canyon à 200 mètres au-dessus du vide. Ils se plaçaient sur une chaise suspendue et prenaient leur perceuse, leur burin ou n'importe quel autre équipement dont ils avaient besoin. Et ils sautaient par-dessus bord. La seule chose entre eux et la mort, c'était une corde. Ils ont dû tout nettoyer pour atteindre de la roche pure, solide et lisse tout autour du canyon. Ils foraient la paroi, plaçaient la dynamite, allumaient la mèche, se balançaient, faisaient exploser, puis ils revenaient et avec leur burin, ils grattaient la roche brisée. Et parfois, la roche tombait et assommait quelqu'un en contrebas. C'était dramatique. Une fois les surfaces nettoyées, on injecte le voile d'étanchéité dans les fondations rocheuses. Du ciment et des agrégats sont injectés à plus de 100 mètres sous le site du futur barrage, puis dans chaque paroi du canyon. Les ouvriers sont sous pression. Pas question de laisser s'infiltrer, à ce stade du chantier, le moindre filet d'eau. Il a fallu 6 mois pour enlever tout le sable et la boue dans le lit afin d'atteindre la roche pure idéale pour couler le béton. Et bien sûr, cela demandait beaucoup de béton. Tout cela n'est que du béton solide et massif. Frank Crowe et ses 6 entreprises doivent maintenant préparer la construction du mur. Mais où trouver la quantité de béton dont ils ont besoin? Il va falloir le produire sur place. Les matériaux nécessaires au mélange du béton vont arriver des 4 coins des États-Unis via des lignes ferroviaires desservant Boulder City, où la plus grande usine d'agrégats du pays est construite. 16 tonnes de granulats sont produites chaque minute et sont ensuite acheminées dans des usines de béton construites sur le site du chantier. On a créé 2 usines à béton sur le site même de construction pour pouvoir limiter les temps de déplacement. De cette manière, ils pouvaient procéder au mélange du béton en bas et en haut du canyon. Et ils fournissaient du béton non-stop. 3 250 000 mètres cubes de béton ont été coulés pour la construction du barrage Hoover. Pour donner une idée, on estime que la quantité de béton qui a été utilisée permettrait de construire une route d'1 mètre de large tout au long de la Terre, le long de l'équateur. Donc c'est vraiment des quantités pharaoniques. Verser autant de béton pour un seul barrage, c'était un vrai défi. Mais quand les ingrédients du béton se mélangent, une réaction produit de la chaleur qu'il faut évacuer. En fait, la réaction de prise du béton est une réaction exothermique. La température à l'intérieur du béton peut monter à 60-70 degrés. Et cette température, elle provoque ce qu'on appelle une réaction de dessiccation, c'est-à-dire d'assèchement, et elle va contribuer à fissurer le béton. Donc il est important, lors de la prise du béton, de maîtriser sa température pour limiter ce qu'on appelle l'exothermie, donc le dégagement de chaleur tout simplement. Avec la chaleur ambiante du désert, refroidir ces quantités astronomiques de béton nécessaires à la construction du barrage est quasiment impossible. Et si le béton ne sèche pas suffisamment vite, c'est toute la solidité du mur et donc du barrage qui sera fragilisée. Pour les ingénieurs, il faut que le béton prenne vite. Les rumeurs disent que s'ils avaient coulé tout ce béton en une seule fois, il aurait fallu plus de 120 ans pour qu'il sèche complètement. Sous la contrainte et guidé par son obsession des délais, Frank Crowe se fait une nouvelle fois inventif. Pour refroidir, sécher son béton et éviter les fissures à venir, il faut qu'il procède par étapes. Il va couler les millions de mètres cubes dans des carrés autonomes. L'idée était de diviser le barrage en plusieurs blocs de béton. Et ils sont énormes. Les blocs peuvent mesurer 6 mètres par 3 mètres par 6 mètres de large. Donc 6 x 3 x 6, 100 mètres cubes. En décomposant le mur en plein de petites briques, on peut réduire le temps de refroidissement et donc de prise.
L'autre avantage de ces petites briques, c'est qu'en les reliant les unes entre elles avec du mortier, on va renforcer la solidité du mur et donc on va éviter tous les risques a posteriori de fragilisation par l'eau qui va appuyer sur le mur en béton. On recense 215 briques en tout et pour les remplir, on a inventé un système comme une main dans une fête foraine. Donc on imagine un bras articulé qui va récupérer le béton et qui ensuite va relâcher la quantité de béton juste dans chacune des petites briques. Il a conçu une série de 10 lignes hautes avec une tour principale mobile montée sur le côté d'un des sommets du canyon et de l'autre côté, il y avait une autre tour qui était stationnaire. Elle est toujours en place. Ce câble pouvait soulever 25 tonnes de béton. Et la magie, c'est qu'il pouvait se déplacer à travers le canyon. De cette manière, on peut venir placer le seau où l'on veut, mais seulement sur la ligne droite qui suit le câble. C'était un problème quand on sait que le barrage fait la taille de 2 terrains de football à sa base. Eh bien, ils ont mis les extrémités du câble sur les rails d'une voie ferrée, donc il devenait possible de le déplacer en amont et en aval à travers le canyon. Et ça voulait dire qu'on pouvait alors viser n'importe quel endroit avec le seau de béton. De cette manière, il versait un seau toutes les 3 minutes. Ça, c'était de la production.